Faut-il s'expatrier sans réfléchir, les amis, ou bien faut-il avoir des économies de côté et faire un plan? Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Moi, lorsque je me suis expatrié en Roumanie, les amis, je n'avais pas de plan, mais en même temps, j'en avais un. Je pense que pour répondre à cette question, ça va vraiment être une décision qui est custom-made, qui dépend de la raison qui vous pousse à vous expatrier. Votre profil, est-ce que vous y allez seul, en famille? Est-ce que vous avez déjà un certain train de vie? Pas du tout. Est-ce que vous êtes bien en France, mais ça commence à aller mal et vous voudriez voir prendre un peu l'air? Ou est-ce que vous en avez marre, vous saturez? Tout ça va devoir être pris en compte. Je vais d'abord vous raconter mon histoire personnelle et ensuite je vous expliquerai selon moi quels sont les critères à prendre en compte pour savoir s'il faut se barrer sans réfléchir ou si au contraire il vaut mieux avoir un plan d'action bien défini à l'avance. Moi je suis arrivé en Roumanie parce que je voulais faire des études de médecine. J'ai fait médecine en France, je n'ai pas réussi à avoir ma première année et comme je voulais vraiment être médecin, eh bien, on a regardé les options et puis il y avait cette option qui consistait à aller en Roumanie, faire des études là-bas et à réintégrer le circuit français en 6e année. Avant de partir déjà, évidemment, j'avais énormément d'a priori sur la Roumanie puisque j'imaginais que la Roumanie, c'était le pays des Roms, des romanichels, des gens du voyage, donc je m'attendais à un pays pauvre, très pauvre, sale, enfin un camp de gitans quoi. Quand j'y suis arrivé, j'ai compris que je m'étais complètement trompé. Pour donner une petite anecdote, les 2 choses qui me préoccupaient en tant que jeune homme, c'était est-ce qu'il y allait avoir des jolies filles et est-ce que, ça parlait anglais? Parce que, ça me faisait bien chier d'apprendre la langue locale. Soit dit en passant, je ne la connais toujours pas. Et surtout, troisièmement, est-ce que c'était quoi? Oui, donc une bonne connexion internet, parce que j'aimais bien jouer aux jeux vidéo, des jolies filles et est-ce que ça parlait anglais? Et là, j'ai été surpris parce que non seulement la connexion internet était excellente, il y avait effectivement des filles qui étaient enfin, pléthore de jolies filles, des torticolis où je me rappelle très bien, je me posais au Starbucks du centre commercial, je tournais la tête toutes les 5 minutes et en plus, j'en ai abordé quelques-unes car je faisais déjà de la drague de rue et ça parlait anglais. Donc je parlais pas très, très bien anglais, mais ça m'a permis justement de perfectionner mon anglais. Bref, dès mon arrivée, effectivement, que des points positifs dans ce pays et en plus, tout était beaucoup moins cher. Alors vous imaginez, vous arrivez dans un endroit où votre pouvoir d'achat est décuplé, il y a beaucoup plus de jolies filles et en plus, vous avez une super connexion internet pour jouer à League of Legends. Donc moi, je suis parti du bon pied. Je suis aussi parti en tant qu'étudiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que papa et maman étaient derrière. Et oui, papa et maman étaient derrière pour m'aider à avoir un train de vie d'étudiant, hein. C'était pas un train de vie bourgeois, loin de là. Mais avec il me donnait, comment me donnait-il à l'époque? On était avec mon frère et mes parents payaient le loyer qui était de 300 euros par mois. Et en plus de ça, nous avions, je crois, peut-être 200 euros chacun par mois à utiliser, 300 chacun, je sais plus. Donc c'était pas grand-chose, mais c'était vraiment suffisant à l'époque, hein. Attention, les prix ont augmenté. Mais à l'époque, pour avoir un train de vie étudiant correct, où effectivement on fait attention à ses dépenses, où effectivement on ne peut pas trop sortir, mais les boîtes de nuit, pareil, étaient beaucoup moins chères qu'à Paris. Donc vous imaginez, vous allez dans les boîtes de nuit qui sont beaucoup moins chères et beaucoup plus de jolies filles. Je veux dire, le deal est juste énorme, quoi. Donc bref, j'y suis allé comme ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé en fait à essayer de réfléchir, est-ce que je veux rester, est-ce que je veux repartir, etc. Moi, il faut savoir que j'étais excédé de la France quand je suis parti. Je n'avais aucune attente, puisque je venais d'un tout petit appartement parisien où j'avais aucun train de vie, où j'étais vraiment au minimum du minimum. Et j'arrive dans un pays où il y a tous ces avantages. Donc vous comprenez que même avec très peu d'argent et avec beaucoup de compromis, c'était quand même à mon avantage. Même si je vivais dans un appartement qui n'était pas dernier cri, etc. C'est toujours plus grand que ce que j'avais à Paris. C'est toujours mieux que ce que les résidences du Crous que mes potes avaient à Paris. Etc., etc., etc. Cependant, quand j'ai décidé d'abandonner mes études et de rester, bien évidemment, mes parents m'ont dit bah, c'est cool, mais du coup, on va pas non plus te payer à rien branler. Et donc là, j'ai commencé à devoir chercher des solutions. Et ces solutions, ça a été j'ai essayé de monter avec mes économies un tout petit business, un café, un tout petit truc. C'est incroyable ce que j'ai réussi à monter avec de tout petits moyens. Malheureusement, le café n'a pas fonctionné. Et j'ai aussi travaillé évidemment en call center. Et j'étais payé 500 euros par mois. Et avec ça, je pouvais vivre. Et derrière, en même temps, en parallèle que je faisais mon call center, j'ai bossé 1 an en call center sur place et 1 an à la maison. Il faut savoir que le remote working, le télétravail est très répandu ici. Ce n'est pas un sujet tabou comme en France. Donc même des gens qui sont dans les call centers peuvent travailler depuis chez eux. Et donc j'avais un setup chez moi avec un ordinateur très lent et très cheap qui m'était prêté par la société, un téléphone pour répondre aux clients et mon ordinateur personnel avec lequel j'apprenais à faire du code. Suite à ça, j'ai commencé à travailler dans la technologie et là, les choses ont commencé à vraiment s'améliorer. Donc vous voyez qu'en arrivant, je n'avais pas vraiment de plan. J'avais un train de vie très, on va dire, vraiment minimaliste, d'étudiant,
Et j'avais quand même un peu la pression. Les gens vont dire: «Oui, mais tu avais tes parents». Oui, c'est vrai, mais les parents, ils attendent des résultats, hein. On n'est pas là à se dire, «On fait la fête, on fout rien». Parce que sinon, ils vont dire: «Bah, tu reviens en France et puis tu vas travailler en France». Et puis voilà, donc j'ai bossé et cetera et je me suis quand même lancé du coup en me disant: «OK, je parle pas la langue locale, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de business en ligne, j'ai pas d'économie, j'ai la pression des parents qui attendent quand même qu'il se passe quelque chose et j'ai trouvé un travail qui rapporte pas grand-chose». Mais effectivement, je me suis sorti les doigts, j'ai fait donc ce travail de call center et en parallèle cet apprentissage du code, ce qui a demandé quand même effectivement du travail puisque en même temps toute la journée vous êtes en train d'apprendre votre code et puis le téléphone peut sonner à tout instant, il faut répondre aux clients, les aider à régler leurs problèmes. Hem et donc j'avais pas vraiment de plan, vous voyez? Et à tout instant, si ça foirait, bah, je me disais: «Bah, au pire, si ça foire, j'ai plus rien à faire, je trouve pas de travail, bah, je reviendrai en France». J'avais pas de plan. Moi, ça m'a fait un bien fou. D'autres, qui étaient beaucoup plus fortunés que moi d'ailleurs, n'ont pas vu leur expatriation du même œil du tout. Je vous parle de gens qui étaient étudiants en médecine. Évidemment, après, j'ai arrêté les études, donc je ne les ai plus fréquentés. Mais dès la première année, où donc j'étais encore étudiant, on a commencé à avoir de très grosses différences en termes de feeling. Vous aviez des gens qui détestaient être là. Ils détestaient être là. C'était des gens qui n'avaient qu'une seule envie, c'était retourner en France et en Belgique, et qui voyaient vraiment leur séjour en Roumanie, qui devait durer 6 ans, pour certains un peu moins parce qu'ils faisaient pharmacie ou dentaire, et mais qui le voyaient comme une épreuve, comme un sacrifice. Ils mouraient d'envie de retourner en France. Il y en a qui retournaient en France des fois pour les vacances de Pâques. Bon, vous imaginez mes parents à La Réunion, j'allais pas retourner à La Réunion pour 2 semaines, hein. Donc ils rentraient en France dès qu'ils pouvaient et cetera. Ils l'ont mal vécu. C'était aussi des gens qui vivaient en circuit fermé, qui ne restaient qu'avec des Français ou des francophones et qui ne voulaient absolument pas se mélanger à la population locale. Ce qui était le contraire de moi, puisque j'ai tout de suite vu qu'il y avait un énorme incentive à se mélanger à la population locale. Quel était cet incentive? Vous l'avez compris, c'était les jolies filles. J'ai même connu, et alors en parlant de ça d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des hommes qui vivaient mal leur expatriation temporaire, mais j'ai aussi vu beaucoup de femmes. Et là, évidemment, cela se comprend. Puisque autant quand vous arrivez dans un pays en tant qu'homme et que vous voyez une profusion de jolies femmes, ça va vous remonter le moral, autant si vous faites la même expérience en tant que femme, ça va vous flinguer le moral. Et oui, parce que forcément votre valeur sur le marché va chuter tout d'un coup. Alors, la valeur des Françaises qui étaient là n'a pas chuté tant que ça, puisque les Français eux-mêmes ne fréquentaient pas de Roumaines. Donc c'était un circuit fermé et il y avait un certain équilibre. Évidemment, pour les mecs comme moi un peu plus couillus, qui n'hésitaient pas à essayer d'aller vers l'autre, vers l'étranger, en parlant anglais, en baragouinant un roumain un peu éclaté, nous ne nous intéressons, nous ne nous intéressions pas aux Françaises, puisqu'il n'avait tout simplement pas le niveau pour la plupart, par rapport aux avions de chasse que l'on voyait ici. Et donc, il y a eu aussi beaucoup de femmes de jeunes filles plutôt, hein, qui ont mal vécu cette expatriation. Mais pour moi, vous l'avez compris, ça a été dès le début, dès le premier mois, une énorme bouffée d'air frais. Et c'est là où je veux en venir. Certains d'entre vous, et j'ai connu des mecs en call center d'ailleurs qui n'étaient pas du tout venus pour faire des études de médecine, qui étaient simplement venus là pour voir. Et pareil, qui vivaient très chichement en tant qu'étudiants dans des petits appartements et qui vivaient de leurs revenus de call center. Si vous êtes jeune, que vous n'avez pas d'avenir particulier en France, vous n'avez pas fait des études de droit, des choses qui vous donnent vraiment un intérêt à rester en France, que vous n'en pouvez plus de climat en France, ça peut être très bien de venir ici même sans plan. Vous venez avec un petit peu de thunes, vous trouvez un petit appart où vous vivez même, il y a des mecs qui commencent le temps de trouver un appart, ils vivent dans des auberges de jeunesse, et vous cherchez du taf. Donc vous vous démerdez, vous cherchez du taf, vous montez une chaîne YouTube sur l'expatriation, vous vivez avec 1 000 € par mois. Voilà. Ça c'est bien, encore une fois, jeune, célibataire, et niveau de vie très très faible, vous n'avez pas besoin de plan d'action. Surtout si vous êtes excédé par la France, vous allez voir que dès que vous allez arriver, que ce soit ici, que ce soit dans l'Europe de l'Est, que ce soit dans d'autres destinations, la bouffée d'air frais va avoir toute une série d'influences très positives. Parce que, en fait, pour certains d'entre nous, vous faites des études d'ingénieur à Polytechnique. Peut-être pas la bonne idée d'abandonner, de venir en Roumanie, sans plan. Mais pour un mec qui est déjà en France, qui est déjà dans une campagne morose où il n'y a rien à faire, ou dans une grande ville où il ne supporte plus l'insécurité, la saleté, le féminisme, il vit dans un tout petit appartement miteux où tout est extrêmement cher, où il a déjà un niveau de vie qui est en dessous du minimum, alors venir ici, et ne serait-ce que faire un taf en call center, je rappelle que j'ai obtenu cet emploi, et il y avait beaucoup d'opportunités pour les francophones, hein, pour les gens qui parlent français. J'ai obtenu cet emploi sans parler roumain. Vous pouvez arriver ici, trouver du travail sans même parler la langue locale, et j'ai entendu des gens qui faisaient pareil en Pologne, en Hongrie, etc. Donc pour des gens qui sont comme ça peut être très bien de tenter l'expatriation sans avoir de plan particulier. Ou bien peut-être que vous avez déjà des revenus un peu passifs. Il y a des gens, il y a encore une autre combine, des gens qui ont un petit appartement en France. Ou bien c'est le leur, c'est leurs parents qui le leur donnent, ou bien c'est pas le leur. Et j'ai connu un mec qui a fait ça. Attention, je ne le recommande pas forcément.
que font-ils avec cet appartement? Eh bien, ils le mettent sur Airbnb ou bien sur Le Bon Coin. Ils font de la location saisonnière. Et quand par exemple vous avez quelqu'un qui vous prend votre appartement en location saisonnière pour 2 semaines ou pour un mois, eh bien il faut savoir que les revenus que vous allez tirer, ça fonctionne que si vous êtes dans une ville d'une certaine taille. Et il faut faire attention parce qu'il y a une législation, c'est bon, bref. Mais pour ceux qui peuvent utiliser cette combine, les revenus que vous allez obtenir, simplement quelqu'un qui vient 2 semaines, un mois, dans votre appartement dans une ville, on va dire, de taille moyenne, vous permettre de financer entièrement votre séjour en Europe de l'Est ou peut-être en Asie du Sud-Est, etc. En tout cas, dans des destinations à coût de la vie faible. Petit disclaimer, le coût de la vie ici où je suis à Cluj a fortement augmenté. Donc, peut-être viser d'autres villes ou alors, attention, s'attendre à ne pas vivre dans de beaux appartements modernes, etc. hein. Mais si vous en avez vraiment marre, ce sont des combines qu'il est très facile de mettre en place. Donc, encore une fois, si ou bien vous arrangez avec votre proprio, ou bien vous ne vous arrangez pas avec votre proprio. Je connais un mec qui a sous-loué son appartement. Attention, il le sous-louait pas en longue durée. Hein. C'était, il faisait ça une fois, 2 fois par an. Hein. C'était pas à l'industriel avec Airbnb comme je fais avec mes appartements ici en Roumanie. Hein. C'était une fois, comme ça, il le met. Et puis tiens, il y a un mec qui lui a pris 2 semaines. Toc, il prend un billet d'avion. Sans bagage, juste un sac à dos. Comme ça, c'est encore moins cher. Et puis, il va faire 2 semaines dans un pays qu'il a envie d'explorer. Et tout ça financé par les 2 semaines qui ont été bookées dans son appartement en France. Des mecs aussi qui font ça, qui touchent le chômage, qui touchent le RSA. Il ne s'agit pas là d'expatriation, par contre, puisque vous savez que si vous restez trop longtemps hors de France en touchant des aides, vous pouvez vous faire choper. Il y a des gens qui le font et qui ne se font pas choper. Ne l'ayant jamais fait, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais je sais qu'il y a des gens en Thaïlande, par exemple, qui viennent là-bas pendant qu'ils ont le chômage. Il y a des gens qui se barrent pendant qu'ils sont en arrêt maladie. Plein de gens qui font des combines comme ça. Certains se font attraper, d'autres pas. Donc ce sont des combines que vous pouvez mettre en place pour vraiment à très peu de frais. Démarrer, commencer à mettre un pied à l'étranger, explorer l'étranger, 2 semaines, un mois, plus, pour certains qui ont ou bien qui peuvent trouver un travail sur place, ou bien qui ont un petit business en ligne, ou bien qui ont le chômage ou ce que vous voulez, qui peuvent vous permettre du coup de prendre une grande bouffée d'air frais. Vous avez compris, toutes ces techniques relèvent du bricolage. Ce bricolage peut être le point de départ qui va déclencher des éléments en cascade qui vont être ultra bénéfiques. Déjà, vous allez voyager, vous allez prendre de la hauteur, ça va vous ouvrir l'esprit. Vous allez arrêter de baigner en permanence dans ce climat extrêmement toxique que vous avez en France. En France, il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de névroses, beaucoup de gens qui souffrent. Et on le ressent. Et alors, on le ressent, nous, en tant qu'expatriés, quand on revient en France. Mais vous le ressentez peut-être de manière inconsciente parce que vous baignez dedans. Quand vous allez vous barrer, vous allez respirer. Et je vous ai expliqué l'extrême importance de l'environnement sur le mindset. Votre environnement forge votre mindset forge votre capacité à créer et à saisir des opportunités. Donc bouger peut vous ouvrir l'esprit, peut vous donner des idées, peut vous donner de la motivation pour ensuite enchaîner sur un truc, qui va enchaîner sur un truc, qui va enchaîner sur un truc, et vous allez pouvoir vous déployer. Vous voyez? Et au pire, si ça ne marche pas, il vous suffit de rentrer. Donc pour ces gens-là, se barrer sans avoir le moindre plan peut tout à fait fonctionner. Il faut être un bricoleur, il faut être un débrouillard, il faut avoir une paire de couilles. Et pas avoir peur d'échouer. Ça, c'est sûr que si vous avez peur de l'échec, vous voulez un parcours tout tracé, c'est même pas la peine. Maintenant, pour des gens qui sont dans la situation opposée, j'ai déjà l'âge adulte, j'ai peut-être déjà une famille, ou peut-être pas, mais j'ai un certain train de vie, je suis installé, j'ai un travail. Est-ce que je quitte mon travail et je me barre et je me refais à l'étranger? C'est risqué. Je ne vais pas vous dire de ne pas le faire, parce que j'admire toujours les profils des gens qui prennent des décisions comme ça, des décisions très couillues, comme ça, presque héroïques. Et ils arrivent là-bas, ils se démerdent. Il y a des mecs qui ont fait ça au Japon. Des mecs qui sont arrivés au Japon, qui ont monté des trucs, qui se sont démerdés. Ils se sont dit, ok, quelle est ma force? Je parle français. Comment je peux me démerder avec ça? Ils sont toqués aux portes, ils se sont démerdés. J'ai connu un mec qui était tunisien. Son père est mort quand il avait 12 ans. Il a bougé en Ukraine. Légalement ou illégalement, je ne sais pas. Ensuite, il a bougé en Roumanie. Légalement, pour le coup. En s'inscrivant, il a fait une combine avec l'université. Et au début, il parlait pas la langue. Il toquait aux portes des restaurants pour nettoyer, pour faire de la plonge dans les restaurants. Et il était payé un salaire misérable. Mais petit à petit, il a appris à parler roumain, etc. Et c'est quelqu'un qui a pu s'installer après, à long terme. Full disclaimer, c'est pas quelqu'un qui a un train de vie très élevé, du tout. C'est quelqu'un qui bosse énormément, qui n'a pas un très grand plan de vie, c'est pas un businessman, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire, que les opportunités sont infinies pour celui qui n'a pas peur d'avoir un train de vie très faible, qui a une grosse paire de couilles, et qui n'a pas peur de se dire toutes les opportunités qui s'ouvrent à lui, et surtout de toquer aux portes, quitte à se faire rejeter 20 fois pour être accepté une seule fois. Bref, donc, disais-je, pour les gens qui sont dans le spectre opposé, évidemment, vous avez une famille, vous avez un certain train de vie, vous avez des attentes, vous avez déjà un niveau de vie qui est correct en France et vous voulez vous barrer pour avoir un meilleur niveau de vie. Vous avez peut-être un train de vie en France qui est convenable, vous n'êtes pas excédé, vous n'avez pas envie d'en finir, mais vous voulez quand même mieux ailleurs. Alors là, effectivement, il vaut mieux commencer à avoir des bases solides et à avoir un plan d'expatriation.
Alors, cette expatriation, ça peut être je m'expatrie dans un pays où mes compétences sont transférables, je m'expatrie dans un pays où je parle déjà la langue, où je peux apprendre la langue, où ça parle anglais, je m'expatrie dans un pays où effectivement j'ai un business en ligne qui tourne et qui me rapporte de l'oseille, je m'expatrie dans un pays avec ma retraite, je m'expatrie dans un pays avec des revenus immobiliers. Vous avez plus ou moins un plan. Et alors, ce plan peut être correct ou il peut être en béton. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un plan en béton parce que rappelez-vous, l'expatriation n'est pas un divorce. Vous avez des revenus en ligne, immobilier, machin, parez-vous. 1 mois, 6 mois, 1 an. Si vous vous dites non, finalement, pas terrible, vous revenez. Vous revenez. L'expatriation est une ouverture. L'expatriation, c'est pas. Imaginez que vous êtes un poker. Vous avez des cartes en main, l'une de ces cartes, c'est la France. L'expatriation, c'est pas je jette la France et je prends une carte au hasard. C'est je garde la France dans ma main parce que j'ai toujours un passeport français qui est un excellent passeport. Je me barre, je vois ce qu'il y a de mieux ailleurs pour moi, pour ma gueule. Si ça me convient, je reste. Tant que ça me convient, je reste. Si ça ne me convient plus, je barre, je reviens et je repars. Je reviens, je réfléchis et je repars. Les opportunités sont infinies, les amis. Donc gardez bien ça en tête. Les opportunités, il y en a beaucoup. Il y a des choses à faire pour les gens qui ont, comme j'ai dit, de la motivation, de l'énergie et une capacité à faire ce qu'il faut faire et à bosser. Et en fonction de votre profil, et de votre niveau, à quel point le niveau auquel vous êtes excédé par la France, ça peut être à votre avantage ou non de partir tout de suite ou un peu plus tard, d'avoir un plan mûrement réfléchi ou pas du tout. Si vous avez des questions par rapport à votre situation, par rapport à un pays d'expatriation auquel vous réfléchissez, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, vous pouvez télécharger ma liste de 50 pays d'expatriation triés en fonction de 7 facteurs clés. C'est gratuit, c'est en description. Vous inscrivez au lounge, c'est gratuit et vous aurez accès à la liste. Et regardez en description, il y a aussi plein d'autres petits goodies que vous pouvez obtenir gratuitement. On se retrouve la prochaine fois sur un épisode sur Peur Digital. Ciao les amis.